Je vais vous présenter les panélistes qu'on a ce soir. Débutons par Cédric Durand, notre invité de la France, qui va nous présenter les propos développés dans son dernier livre, « Le capitalisme est-il indispensable ?» Alors, il m'a dit tantôt que c'était oui, il fallait absolument appuyer le capitalisme, mais finalement, je pense qu'il a changé d'avis dans les dernières minutes. Ah bon, en tout cas, on verra où ce qui est rendu, mais on garde le punch pour plus tard. Cédric est aussi membre du nouveau parti anticapitaliste, qui est un nouveau parti politique en France. Parti politique qui se donne comme objectif d'unir ce qui est appelé en France la gauche de la gauche, c'est-à-dire tout ce qui est à côté des politiques, des partis néolibéraux et sociolibéraux. Donc, unir tout le monde qui rejette le néolibéralisme, mais aussi qui veut construire une alternative au capitalisme. Et dans ce cadre-là, il y a plusieurs parallèles à faire avec nous. Au niveau de l'appui populaire en France, ça ressemble avec nous. Donc, comme Québec solidaire, ça oscille entre le 5 et le 10 %. Leur porte-parole, Olivier Besancenot, vous en avez peut-être parlé, est comme le nôtre, très populaire et très apprécié dans la population, tout comme les nôtres. Et eux aussi, étant donné que c'est un nouveau parti, sont dans une démarche pour définir leurs orientations. Par la suite, on va continuer avec Alexandre Pouliot-Roberge du Mouvement pour un Parti socialiste du Québec. Alors, donc, il va nous présenter un peu c'est quoi les réflexions du Mouvement pour un Parti socialiste du Québec dans le cadre de l'enjeu 2 puis du projet de société sur la question économique et écologique. Et Bernard Rioux qui va faire la même chose pour présenter les réflexions de gauche socialiste sur cette question et terminer en précisant un peu le cercle citoyen, qu'est-ce qu'on va en faire, quel est le calendrier de travail. Alors, je vous remercie d'être ici ce soir et je passe la parole à Cédric Durand. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup à la gauche socialiste, au MPS et aux militants de Québec solidaire de cette invitation. Je suis très heureux d'être ici. La dernière fois que je suis venu à Québec, c'était dans des circonstances qui m'ont marqué durablement. C'était en avril 2001. Je pense que ça rappelle à certains d'entre vous certaines choses. C'était assez formidable. Je vais aujourd'hui vous présenter le petit livre que j'ai fait, qui est paru cette année et qui s'intitule « Le capitalisme est-il indépassable ?» Alors la question c'est pas moi qui l'ai posée, mais je l'ai trouvée intéressante et je vous raconterai un peu comment j'ai essayé de la traiter. Mais l'idée, ce qui me semble important, c'est d'avoir cet ouvrage s'inscrit dans une collection qui s'appelle Petite encyclopédie critique et dont l'objectif est à la fois de faire le point sur un peu l'état des débats, des connaissances en sciences sociales sur un thème et en même temps d'avoir un point de vue à la frontière du politique, c'est-à-dire un point de vue critique, susceptible d'armer les luttes et les propositions politiques. Hein. C'est un peu voilà, cette articulation entre les deux qui est l'objectif. Alors, peut-être pour commencer, situer à quel moment a lieu ce propos. Donc, on pourrait dire que la vingtaine d'années qui vient de s'écouler a vu s'opérer 4 grands basculements majeurs. Bon, on pourrait dire 7 peut-être, ou 2, on peut discuter. On a retenu 4 là. Le premier, c'est l'idée que la force propulsive des révolutions du XXe siècle, la révolution russe, la révolution chinoise, etc., a fini par s'épuiser. Hein, et soit les régimes se sont effondrés, soit ils ont été intégrés aux circuits mondiaux du capital. Et là, on a vraiment pour la première fois un capital mondialisé, un capitalisme mondialisé devenu global. C'est peut-être la première caractéristique. En même temps, quelque chose qui est aussi intéressant par rapport à cette dynamique du capital, c'est que l'hégémonie occidentale, qui depuis 200 ans est une hégémonie marquée par une domination économique et militaire sans partage, est remise en cause. Donc là aussi, il y a une espèce de circulation, de basculement qui est importante. Troisième idée, c'est la grande crise. La grande crise dans laquelle on est rentré en 2007, c'est la crise la plus importante depuis les années 30, une crise au cours de laquelle l'économie mondiale s'est contractée pour la première fois, et c'est un symptôme du fait que voilà, ce système est instable et fragile, et on reviendra sur cette idée. Et puis enfin, dernière idée, c'est que la dimension environnementale, écologique de ce mode de production est un péril planétaire majeur pour l'humanité et que ce problème-là, même s'il est appréhendé de manière très diverse, souvent erronée de notre point de vue, etc.,
cette question écologique est devenue une question globale. Hein. Voilà. Donc ces quatre points, quel est le rapport avec le propos du bouquin? C'est quand derrière ces 4 questions, on peut réfléchir sur ce qu'est le capitalisme. Qu'est-ce que le capitalisme, d'où il vient, où il est aujourd'hui, etc. Et ces 4 points d'entrée sont un point commun entre tout ça. Bon, donc je vais rentrer un peu plus directement dans le cœur du propos, mais l'idée c'est que ce bouquin n'est pas une utopie, c'est pas quelque chose qui va expliquer ce que pourrait être autre chose que le capitalisme, c'est plutôt quelque chose qui va essayer de répondre à cette question, est-ce qu'il est indépassable, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il est aujourd'hui, c'est un système, on verra, historique, on va évoquer rapidement les conditions de son émergence, donc c'est quelque chose qui n'a pas toujours existé et qui donc a vocation à disparaître, c'est quelque chose qui est dynamique, dans le sens où il se développe, il a différentes phases, etc., mais on verra que de ce dynamisme est aussi une fragilité, et les crises sont le symptôme de ça. Et c'est aussi et là on risquera une hypothèse pour finir, hein, c'est que la phase actuelle dans laquelle on est une phase d'épuisement, ce qu'on pourrait appeler une grande fatigue du capitalisme. Ce qui ne veut pas dire que automatiquement le socialisme ou une autre situation va émerger, positive va émerger, hein. Mais en tout cas d'un point de vue endogène, il est en train d'être rentré dans une grande fatigue. Alors avant de suivre un peu ces 3 points, je voudrais commencer par définir, qu'on soit bien d'accord sur ce qu'on peut appeler le capitalisme, parce qu'après tout, il y a des choses extrêmement différentes. Hein. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre Amsterdam au XVIIe siècle et aujourd'hui New York? Qu'est-ce qui fait que le capitalisme en Chine n'est pas la même chose que le capitalisme en Suède, etc. Bon, on dirait que c'est des choses extrêmement différentes a priori. On pourrait parler de différents types de capitalisme, bon, peu importe. Mais non. Ce qu'il y a, c'est qu'au-delà de cette différence des situations géographiques et historiques, il y a quelque chose qui est perpétuel, invariant, des éléments invariants. Alors, premier élément invariant, c'est que c'est un système qui est animé par la chasse passionnée au profit. À chaque moment, il s'agit pour le détenteur de capital de réaliser un investissement en vue d'obtenir davantage de capital la prochaine fois. C'est pas quelqu'un qui est riche et qui utiliserait toutes ses richesses pour en jouir et les consommer. Non, c'est pas ça. Les richesses sont prises et sont réinvesties en but d'une expansion future. Ça, c'est vraiment l'élément central. C'est le moteur. La chasse passionnée au profit, c'est vraiment le moteur de ce système. Mais cette chasse passionnée au profit, elle s'appuie sur quoi? Elle s'appuie sur des rapports sociaux qui la permettent. Et ces rapports sociaux, il y en a 3. Première chose, c'est des rapports de propriété. Il faut qu'on dise ça c'est un tel, ça c'est un tel autre, sinon cette chasse passionnée au profit ne peut pas avoir lieu si on ne sait pas qui a quoi. Donc, ça veut dire des rapports juridiques, et ça veut dire un État, une force qui est capable d'imposer ces rapports juridiques. Deuxième élément, c'est des rapports marchands. Des rapports marchands qui font que le producteur est séparé du consommateur. C'est pas la même personne ou le même collectif qui produit, qui consomme, mais il y a de la marchandise entre les deux. Pour avoir accès à un produit, il faut pouvoir débourser de la marchandise. Et l'existence de rapports marchands, ça implique cette place d'une marchandise très particulière, centrale, qui est l'argent. Qu'est-ce que ça a de particulier, l'argent? C'est que l'argent, c'est quelque chose qui prétend pouvoir mesurer toute chose dans le monde, qui prétend pouvoir réduire à sa seule mesure tout ce qu'il y a dans le monde. Le beau, le moche, le confortable, l'inconfortable, l'utile, l'inutile, tout ça peut être mesuré à travers cette marchandise-là. Et là, il y a une espèce de désenchantement du monde, d'appauvrissement du monde terrible qui est lié à cette monnaie. Puis troisièmement, c'est les rapports, le rapport salarial, qui correspond au fait que les salariés, les prolétaires, ceux qui n'ont que leur force de travail pour vivre, sont contraints de vendre cette force de travail pour subvenir à leurs besoins à ceux qui ont les capitaux, c'est-à-dire les moyens d'avancer l'argent, d'avancer les fonds, pour mettre en œuvre le processus économique. Acheter des bâtiments, acheter des machines, acheter des matières premières, bref. Voilà. Donc ça les oppose. Donc, un moteur, la chasse passionnée au profit, 3 rapports sociaux, rapport de propriété, rapport marchand et rapport salarial. Et ça, ce cœur de ce qu'est le capitalisme a des effets délétères, qui sont à l'origine de la critique anticapitaliste. Et les effets délétères, là encore on pourrait discuter davantage, mais on pourrait inciter sur... je reviendrai peut-être sur d'autres éléments, mais on peut en citer 3. L'exploitation, l'aliénation et la concurrence. L'exploitation, c'est ce qui permet à certains de s'accaparer le fruit du travail des autres et nourrit au final des niveaux extrêmes d'inégalité. Donc certains prennent le fruit du travail des autres et c'est ce qui permet d'atteindre des niveaux d'inégalité extrêmes. Deuxième élément, l'aliénation. C'est ce qui oblige des individus à être rendus étrangers à eux-mêmes, c'est-à-dire abdiquer ce qu'ils sont, ce qu'ils ont envie de faire et obéir. Et c'est ce qui est consubstantiel d'ailleurs du rapport salarial. Lorsqu'on est embauché par un patron, hop, on s'engage en échange d'un salaire à lui obéir. Alors, le droit du travail fait qu'il y a certaines limites à cette obéissance. Mais l'élément central, c'est qu'on obéit.
C'est ça l'élément central. Et ça implique de subir la volonté de quelqu'un d'autre, d'être rendu étranger à soi-même, de perdre ses produits. Mais c'est aussi les fétiches marchands qui correspondent à l'aliénation. La consommation marchande, telle que manipulée par les grands appareils marketing, etc., correspond à une forme d'aliénation, puisqu'on perd la maîtrise finalement sur ce genre de choses. Troisième élément, et on pourrait développer soumission aux fétiches marchands, soumission à l'autorité capitaliste, c'est tout ce qui nourrit aussi la violence qui est le travail au quotidien, la violence psychique, et qui nourrit, par exemple, il y a eu beaucoup de débats en France sur les questions de suicide au travail, mais on peut relier ça à cette dimension d'aliénation. Troisième élément, c'est la concurrence. La concurrence, un troisième qui a des effets délétères, qui dresse les êtres humains les uns contre les autres, et qui engendre une organisation anarchique de l'économie, qui se traduit régulièrement par des crises, phénomènes sur lesquels on va revenir. Alors, donc voilà, après avoir brièvement exposé ce qu'était le capitalisme, je vous ai proposé trois idées. La première, un système socio-économique historique. Deuxièmement, un système dynamique mais instable. Et puis troisièmement, une phase d'épuisement. Alors, un système historique. D'où vient le capitalisme? Quand il a émergé? Alors, vous imaginez bien que c'est une discussion difficile à avoir, qu'on ne peut pas résumer en peu de temps, que par ailleurs je maîtrise qu'en partie, etc. Mais pour aller à l'essentiel, on peut résumer deux principaux modèles théoriques de l'émergence du capitalisme. Un premier modèle qui serait lié à des gens comme Immanuel Wallerstein, des gens comme Fernand Braudel, des historiens économiques, etc., des historiens d'histoire longue, et qui eux disent ce qui est arrivé, c'est l'essor de grandes chaînes marchandes. C'est le fait qu'auparavant, on avait, au milieu du second millénaire, vers 1500, on avait en Europe, et ailleurs d'ailleurs, essentiellement, une forme d'économie. C'était l'autoconsommation, dans le cadre des rapports féodaux, mais l'autoconsommation. On produit pour sa propre consommation. Il y avait à côté de ça une deuxième forme d'économie, une économie marchande, simple. L'économie de marché, des places de village, etc. Qu'est-ce qu'elle a comme caractéristique? Là, certes, il y a de la monnaie qui circule, mais le producteur et le consommateur connaissent en fait les conditions au debout. Le consommateur sait comment c'est produit, comment ça se passe, etc. Inversement, le producteur sait les moyens dont dispose le consommateur, bref. Donc du coup, il y a un échange certes marchand, mais transparent. Tout le monde sait à peu près de quoi il est question. Et puis, à cette époque-là, il y a un autre type d'économie marchande qui émerge, cette économie marchande au long cours, avec des intermédiaires, avec des marchands qui s'intercalent entre consommateurs et producteurs. Et pour Braudel, c'est cette économie-là qui est capitaliste. Et qu'est-ce qu'elle a comme caractéristique? Elle a comme caractéristique que le marchand est le seul à connaître ce qui est du côté de la production, quelles sont les conditions du côté de la production, et quels sont les côtés de la consommation. Donc, c'est pas du tout, ce qui va être le propre du capitalisme, ça donc pas du tout être la concurrence pure et parfaite, etc. Au contraire, c'est le fait d'avoir un monopole sur l'information telle qu'elle est au debout, et de pouvoir abuser de ce monopole, de cette asymétrie d'information, pour en retirer un profit particulièrement élevé. Et c'est à partir de l'hypothèse de Wallerstein, c'est celle-ci, c'est qu'il y a l'allongement de chaînes marchandes. Cet allongement des chaînes marchandes permet l'accumulation de capitaux considérables au fur et à mesure que l'échange économique s'extrait, s'éloigne de la situation des communautés locales. Ce point il est intéressant, pourquoi? Parce qu'il permet d'informer les débats aujourd'hui sur la mondialisation. Il y a une partie des critiques qui sont en débat, des éléments qui sont en débat dans le mouvement intermondialiste, concernent la relocalisation des économies, pour des raisons notamment écologiques. Mais on peut aussi y voir des raisons sociales. Et pourquoi? Parce que l'idée qu'il y a derrière, c'est que plus ces chaînes marchandes sont allongées, moins les communautés sociales ont un contrôle dessus. Plus elles sont raccourcies, plus il y a des... Bon. Pour prendre un exemple concret, si on connaissait si les habits qu'on porte sur nous étaient fabriqués à quelques dizaines de kilomètres de là où on habite, on en refuserait de les acheter. Parce que les conditions de travail sont telles qu'elles seraient intolérables par la communauté. Le fait que les chaînes soient extrêmement allongées rend ces réalités peu tangibles, c'est difficile de s'en saisir, et du coup, ça permet ce genre de surexploitation. Bon, voilà, c'est un exemple. Alors ça, c'est une lecture. Le capitalisme qui naît finalement de l'échange marchand, de l'extension de chaînes marchandes. Une autre lecture, développée par des gens comme Brenner, insiste sur quelque chose de très différent. C'est au contraire des rapports spécifiques à l'Angleterre rurale du 15e, 16e, 17e siècle qui vont conduire à l'apparition d'un capitalisme rural, où finalement les propriétaires des terres vont développer une relation de type capitaliste vis-à-vis de leurs salariés, ceux qui n'étant pas assez productifs et étant exploités au profit des autres, etc. Donc je ne rentre pas sur les détails, mais là vous voyez c'est une lecture tout à fait différente. Ce qui compte, ce n'est pas les échanges marchands, c'est au contraire les rapports de production, directement.
Donc là, il y a des débats importants. Alors, je ne vais pas aller au-delà de ces débats. Il y a beaucoup d'autres choses dont il faudrait discuter. Le développement des enclosures, hein, par exemple, qui ont jeté sur les routes d'Angleterre, en particulier, des millions de personnes sans aucun moyen pour vivre et qui ont fourni hein, la base d'une main-d'œuvre pour le développement du capitalisme. On pourrait évoquer aussi le rôle joué par la conquête des Amériques, hein, le travail forcé, le pillage des ressources qui vont fournir un matériau à l'accumulation primitive du capital, bon, etc. Il y a beaucoup de choses qu'on peut discuter, mais peut-être le point central, le rôle des États aussi, hein, le fait que l'État n'est pas du tout contradictoire avec le capitalisme, mais qu'au contraire, les deux émergent en même temps. Bref, beaucoup de choses pourraient être discutées, mais l'idée centrale ici, c'est que, au-delà de ces différents éléments, ce qui apparaît, c'est que l'essor du capitalisme est quelque chose de contingent. Ce n'est pas quelque chose de nécessaire, ce n'est pas quelque chose d'absolu. C'est apparu dans des conditions historiques données, particulières, avec des acteurs qui sont confrontés les uns aux autres, etc., mais il n'y avait pas de fatalité. Et c'est apparu, mais c'est aussi c'est donc un produit historique, le produit de l'histoire. Et l'histoire, elle produira d'autres choses, et on est aussi là, tous aujourd'hui, la preuve que les acteurs historiques cherchent à se saisir de leur destin et que ça peut évoquer. Alors, peut-être deuxième élément d'histoire du capitalisme que je voudrais évoquer, c'est l'émergence de la manufacture, de la fabrique, et plus au-delà, l'idée que est-ce que le capitalisme c'est en fait efficace? Est-ce que ça s'est imposé parce que c'était efficace? Parce que finalement les solutions proposées étaient... parce que dans le mouvement, y compris dans le mouvement marxiste, il y a souvent eu cette idée, hein, il y avait une certaine efficacité du capitalisme, mais bon, jusqu'à un certain point, qui pouvait être dépassé, mais bon. Bon, beaucoup de travaux historiques montrent que tel n'est pas le cas. Hein. Au contraire, c'est les intérêts des capitalistes qui ont conduit à ça. Alors je voudrais évoquer peut-être deux exemples. Hein. C'est qu'est-ce qui fait qu'on est passé donc il y a en gros trois grandes étapes avant la construction des grandes entreprises industrielles qu'on connaît. Hein. Première étape, c'est le travail à façon dans le monde rural. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un marchand qui fournit à des travailleurs à domicile par exemple du drap hein, ou du coton, puis les travailleurs à domicile vont le travailler et vont sortir du drap. Le même marchand qui a fourni la matière première récupère le produit et le met sur le marché. Vous voyez, les gens ils travaillent chez eux, mais ils n'ont pas accès au marché. Ils sont dépendants. Hein, donc il y a déjà une... Deuxième étape, c'est les travailleurs sont rassemblés dans une fabrique, dans une manufacture. Donc il n'y a pas de mécanisation, mais tout le monde travaille au même endroit. Donc là, l'autorité du capitalisme s'impose davantage. Est-ce que le passage de l'un à l'autre est plus d'efficacité ? Marx suggérera que d'une certaine façon, il y a davantage d'efficacité liée à la centralisation, notamment en termes de diminution d'un certain nombre de coûts fixes, par exemple les bâtiments, etc. Mais il y a une autre lecture qui peut être faite. L'autre lecture, elle consiste à dire que le passage du travail à domicile au travail dans la manufacture est en fait dans un double intérêt des capitalistes. Le premier, c'est d'éviter ce qu'ils appellent... c'est basé sur la lecture des débats de l'époque, mais les capitalistes dénonçaient le vol des travailleurs à domicile et leur paresse. Mais vu les travailleurs, c'est autre chose. Le vol, c'était la manière d'obtenir, en détournant un certain nombre de matières premières, d'obtenir davantage de revenus. Hein, et la paresse, c'était un arbitrage qui était fait entre le temps passé au travail et le temps de loisir. Ben, ces deux éléments, en centralisant les travailleurs sur le même lieu, en mettant en place une autorité, ils vont pouvoir être contrôlés. On va pouvoir imposer des rythmes de travail, on va pouvoir finalement attaquer le revenu réel des travailleurs en luttant contre le vol. Bon, ouais. Voilà, ça c'est un exemple pour montrer que le passage d'un modèle à un autre n'est pas nécessairement plus efficient, mais correspond à des rapports de pouvoir qui basculent. En fait, j'ai combien de temps pour parler? Je ne sais pas si j'ai 20 ou 40. Donc... Ah, il me reste 10, donc je vais aller très vite. Donc bon, voilà, on va en rester là pour l'origine du capitalisme. On pourrait évoquer, peut-être qu'on peut juste rajouter une dernière idée, c'est que ce système historique a connu un développement fulgurant, un développement inouï, à partir du développement du capitalisme industriel, de la fusion du capital et de l'industrie. Hein, et c'est quelque chose qui a transfiguré non seulement les sociétés humaines dans toutes leurs dimensions, c'est un système cumulatif, etc., mais y compris la géologie. On est maintenant la Société britannique de géologie, après de nombreuses délibérations pendant des décennies, etc., ils ont acté le fait qu'on était passé dans le stade de l'anthropocène, c'est-à-dire un nouvel âge géologique, où la dynamique de la Terre hein, en elle-même avait été impactée de manière centrale par les activités humaines et changeait donc... Voilà. Donc cette idée d'un processus cumulatif extrêmement puissant est évidemment centrale. Processus ambivalent. Hein. Marx, parmi d'autres, avait une admiration pour le capitalisme, évoquant le fait qu'il avait fait plus que les bâtisseurs de cathédrales. Mais en même temps, bien évidemment, une destruction et une violence, des rapports de domination tout à fait... une histoire, pour reprendre une autre expression de Marx, inscrite en lettres de feu et de sang.
Alors, deuxième idée, hein, un système historique, deuxième idée, un système dynamique mais fragile. Hein. Et là, on peut évoquer son instabilité intrinsèque. La crise, alors nous avons dit dans les années 90, le capitalisme avait disparu. Je ne sais pas s'il y en a certains vous ont des souvenirs de ça, mais on parlait d'économie de marché à l'époque. Hein. On ne parlait pas de capitalisme, on parlait d'économie de marché. Puis ensuite, on a parlé de nouvelle économie. Le truc formidable, c'est fini, il n'y a plus de crise, on a trouvé la nouvelle règle qui va permettre que tout ça fonctionne de manière... Bon. Fable. Hein. Et aujourd'hui, ça n'est plus débattu. D'ailleurs, le fait que le terme capitalisme même soit beaucoup plus facile à prononcer aujourd'hui, ça beaucoup plus utilisé, révèle ce changement des conditions historiques. La crise a révélé qu'il y a quelque chose de commun entre les premières crises de surproduction au début du 19e siècle et ce qu'on a aujourd'hui. Hein. Ce système est intrinsèquement instable. Pourquoi ? Bon, là, toutes ces choses-là sont bien sûr pour être discutées dans beaucoup de détails, mais on peut évoquer une idée, c'est qu'il y a une rationalité locale des capitalistes qui n'a rien à voir avec la rationalité globale. Concrètement, les capitalistes ont chacun intérêt à payer le moins possible leurs travailleurs. Parce que comme ça, individuellement, ils feront davantage de profit. Mais si collectivement, ils mènent tout ça, ils n'auront pas assez de débouchés. Et donc, globalement, ils seront face à une crise de surproduction qui verra leur taux de profit s'affaisser, faillite, chômage, etc., un processus cumulatif. Premier exemple hein, donc, de ce caractère irrationnel du système, c'est l'absence de coordination finalement entre une rationalité locale contradictoire avec une rationalité globale. Bon. En fait, en permanence, le capitalisme est confronté à cette difficulté. Soit il a trop investi par rapport à ce qui peut être consommé, soit la demande est trop faible par rapport aux investissements réalisés, mais cette logique demande-investissement est en permanence extrêmement difficile à régler. Une exception de courte durée, mais d'une certaine façon, dans les 30 Glorieuses, une 30 Glorieuses entre guillemets, hein, dans la période d'après-guerre, ce que Mark Glynn appelle l'âge d'or du capitalisme, hein, une période marquée par une croissance extrêmement forte, il y a eu, grâce au travail finalement, les salariés, avec le rapport de force qu'ils avaient construit au niveau international avec le mouvement communiste, avec aussi une organisation du travail qui, sur le lieu de travail, leur donnait un rapport de force important, lié notamment à l'industrie automobile, etc., avaient construit un rapport de force qui a fait que le capitalisme s'est trouvé en capacité de gérer cette contradiction pendant un certain moment. C'est la logique keynésienne, tout simplement, où il y a une régulation de la demande, notamment par l'État, etc. Donc là, il y a une période, mais c'était une parenthèse, hein, parce que c'était lié aussi à un système technologique et social qui s'est épuisé. Hein. Mais donc une contradiction fondamentale que l'on retrouve toujours. Et aujourd'hui, la grande crise dans laquelle on est, c'est une crise de suraccumulation. À l'échelle mondiale, il y a davantage de capacités de produire que de capacités d'acheter. Il y a des capacités de production redondantes dans toute une série d'industries. Pendant un moment, ça a été réglé par la dette, hein, le fait que les individus sont endettés pour pouvoir acheter, mais ce n'est pas soutenable et cette contradiction est extrêmement importante. Alors, donc, un système instable à cause d'une dynamique de crise. On pourrait discuter plus, mais je voudrais évoquer une autre raison de son instabilité. C'est le fait que c'est un système conflictuel. En permanence, il y a un conflit entre capital et travail. Et en permanence, le capital doit mettre en œuvre des mécanismes de domination. On peut dire qu'il y a trois principaux mécanismes de domination du capital sur le travail. Le premier, c'est l'armée de réserve, la menace du chômage. Et ça, c'est quelque chose qui a joué un rôle très important au 19e siècle, comme il joue un rôle important aujourd'hui encore, avec la crise. Quand les travailleurs ont le choix, ont la menace de perdre leur travail, et qu'ils n'ont que ce moyen pour survivre, effectivement, c'est quelque chose qui affaiblit la capacité de mobilisation des travailleurs de manière très importante. Deuxième élément de domination, c'est le contrôle sur l'évolution techno-économique. Et ça, c'est intéressant de faire le lien avec comment s'est développé le capitalisme dans la dernière période. Le développement de l'informatique en particulier a conduit à une transformation du travail avec deux caractéristiques. La première, c'est que le travail est devenu de plus en plus complexe. Et on a, contrairement à la période fordiste, avec un travail d'une certaine façon centralisé, alors là je parle plutôt pour les pays du Nord, hein, il y a une complexification du travail, mais qui s'est traduite par l'exigence de mobilisation plus importante des travailleurs. D'une certaine façon, pour être très schématique et très bref, mais l'idée peut être comprise de façon claire quand même, je pense, c'est que lorsque vous travaillez à la chaîne, c'est extrêmement épuisant, ennuyeux, harassant, mais d'une certaine façon, vous avez une certaine liberté. Hein, une certaine liberté de disposer de votre esprit, vous arrivez à vous libérer l'esprit, à penser à d'autres choses, etc. Voire, vous pouvez discuter avec les gens de la chaîne qui sont autour de vous, etc. Vous avez ce type de choses. Avec le travail, la montée en puissance du travail intellectuel, cognitif, on mobilise les travailleurs intellectuellement, non seulement dans leur geste, mais dans leur esprit. Cette possibilité de rêverie, de flânerie, est en permanence un enjeu de lutte. Alors il y a tout l'enjeu autour du contrôle de l'outil informatique dans l'entreprise qui est lié à ça. Hein. C'est contrôler l'outil informatique, c'est contrôler la rêverie.
Donc premier élément. Deuxième élément d'affaiblissement, c'est que ça isole les travailleurs avec l'informatique. Ce type de travail, avec des échanges de plus en plus formalisés par Internet, enlève les opportunités de discuter entre les travailleurs. Et donc, l'occasion de construire, d'échanger, de construire des préoccupations communes. Puis troisième élément, c'est que c'est un outil de surveillance extrêmement important. Ce qu'on appelle le workflow, l'informatisation du workflow, c'est informatiser les processus productifs, ce qui permet d'avoir une surveillance à distance du travail réalisé, des indicateurs extrêmement précis du travail, et qui sont à l'origine de la crise du travail qu'on connaît aujourd'hui, et de la domination extrêmement forte qui pèse sur les travailleurs. Dernier élément de domination du capital sur le travail, c'est la logique diviser pour mieux régner. Alors, ça avait été évoqué notamment pour expliquer le racisme, hein, ou le sexisme au travail. Hein. Donc, diviser les hommes entre femmes et les travailleurs entre femmes et hommes pour pouvoir baisser les salaires, diviser entre immigrants et bon, etc. La logique diviser pour mieux régner, on peut aussi lui trouver une autre application, qui est ce qu'on a connu dans la dernière période avec ce qu'on appelle l'augmentation de la division, de la segmentation internationale des processus productifs. Le fait que de plus en plus, les modes de fabrication ont été segmentés entre différents pays, que la taille des établissements a eu tendance à se réduire, etc. Qu'est-ce que ça implique, ça? Ça implique que les travailleurs qui, pourtant, travaillent pour le même capital, travaillent pour le même profit, en sont de moins en moins conscients. Où est le lieu où a lieu la centralisation des profits lorsque c'est General Motors et que General Motors fait tout de A à Z? Bon, c'est assez facile de voir qu'il y a un capital et s'y affronter. Et par ailleurs, on est très concentré. Quand pour construire une automobile, il y a des composants qui sont fabriqués dans plus d'une trentaine de pays, que le nombre d'entreprises mobilisées est parfois de plusieurs centaines, etc., c'est extrêmement difficile pour les travailleurs d'avoir conscience de cette unité du capital auquel ils font face. Et là, on trouve un facteur majeur d'affaiblissement dans la dernière période des salariés. Ce mécanisme difficile pour mieux régner, qui est lié à une nouvelle forme d'organisation du travail, est quelque chose d'extrêmement faible. Alors peut-être dernière idée, hein, puisqu'il ne me reste plus beaucoup de temps, c'est donc un système. Donc l'idée centrale de cette deuxième partie, c'était quand même un système instable, de par cette propension à la crise d'une part, et d'autre part, de par le conflit qui génère en permanence, et le fait que cet affrontement capital-travail change de forme, évolue sur les périodes, est plus ou moins favorable au travail, etc., mais ne cesse jamais. Le capital n'a jamais la paix. Alors, dernière idée, c'est la phase dans laquelle nous nous situons. La phase dans laquelle nous nous situons, à mon sens, c'est une phase qu'on pourrait qualifier de grande fatigue du capitalisme, une phase d'épuisement. Si vous voulez, on a une phase d'expansion, une vague d'expansion, pour reprendre le vocabulaire de ceux qui pensent en termes de longue, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, qui était liée à un certain type de production, qui était liée aussi à un rapport de force, on en a déjà discuté. Depuis les années 70, on est dans une période qu'on pourrait qualifier de été indien du capital, parce qu'il a quand même réussi à refaire des profits, à rétablir sa profitabilité, mais été indien parce que c'est en partie lié à la financiarisation et c'est en partie un caractère fictif. C'est-à-dire c'est un sursaut, si vous voulez, un sursis qui a été accordé au capital, mais pas un regain d'efficacité. Et la preuve en est, en particulier dans les pays riches, que la croissance et l'accumulation générale n'a cessé de se ralentir. Dans les années 60, dans les pays riches, vous aviez à peu près un taux de croissance de 5,5% en moyenne par an, dans les années 60. Dans la décennie 2000, on est à 1,9%. Donc il y a bien cette tendance à la fatigue, à l'épuisement. Et on peut l'expliquer de mille façons, on en discutera si vous voulez. Ça, c'est une caractéristique importante de l'arrière-plan de cette crise. Et cette crise, donc, c'est pas juste une crise de la finance. Au-delà, c'est une crise de la dynamique du capitalisme elle-même. Alors, est-ce qu'on peut en conclure pourquoi est-ce que ça va repartir, est-ce que ça va pas repartir? Bon, toutes ces choses-là sont compliquées, mais ce qui me semble important, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de syndromes d'épuisement. Syndrome d'épuisement que j'évoquerai autour de 3 idées. La première idée, c'est qu'il y a de plus en plus de coûts liés à l'accumulation. Coûts en particulier liés au vieillissement, à la raréfaction des matières premières, aux crises financières. À chaque crise financière, les États doivent payer ces crises financières. Donc, et nous, via les impôts, devons payer les crises financières. Mais ça, c'est aussi des coûts qui doivent être intégrés. Bref, toutes ces séries de coûts font qu'il est de plus en plus difficile pour le capitalisme de faire soit des profits, soit de distribuer suffisamment de revenus pour pouvoir continuer à fonctionner. Deuxième idée, c'est que les forces productives qui se développent dans la dernière période, c'est-à-dire ce qui permet au capitalisme, ce qui est de nouveau dans le capitalisme, sa frontière, c'est l'économie de la connaissance. Et le problème, c'est que l'économie de la connaissance est typiquement en contradiction avec la logique des rapports de production capitalistes. Pourquoi? L'économie de la connaissance, c'est l'innovation, les idées, etc.
le capitalisme, le capital, pour faire des profits, doit mettre des barrières, doit être capable de rentabiliser ce qu'il produit. Or, les connaissances vont avoir tendance à se diffuser gratuitement. Elles coûtent très cher à mettre en place, les nouvelles connaissances sont très chères à produire, mais par contre, une fois que l'idée est produite, ça coûte rien de la diffuser. Et là, il y a une contradiction extrêmement importante. Comment voulez-vous faire des profits avec quelque chose qui coûte extrêmement cher à produire, mais qui par contre se diffuse, se copie très facilement? Là, il y a une contradiction extrêmement importante. Et c'est toute la bataille sur le droit de propriété intellectuelle. Ils essayent de mettre des barrières, de construire des nouvelles enclosures pour réussir à faire du profit. Mais c'est difficile, ça marche pas très bien. D'autant plus que plus on met de barrières, moins on produit de connaissances, parce que les barrières sont un obstacle à la construction des connaissances. Donc là, il y a une contradiction très forte autour de cette idée bon, c'est tous les débats aussi sur le piratage sur Internet, enfin toutes ces choses-là, mais là, il y a quelque chose d'extrêmement important. Et dans les 2 dernières minutes qui me restent, non, quand même, dernier élément d'épuisement, ce qu'on pourrait appeler une crise de civilisation. Alors, je ne vais pas développer sur la crise écologique, mais évidemment, c'est quelque chose d'absolument central, la crise écologique, dans cette dimension. Je voudrais évoquer une autre idée, c'est l'idée qu'il y a un divorce entre les besoins sociaux et ce que peut produire le capitalisme. Ce dont on a de plus en plus besoin dans les sociétés riches, pour parler de là où nous sommes, c'est essentiellement de production en termes de services de production de l'homme par l'homme, de santé, de loisirs, d'éducation. C'est ça les besoins fondamentaux qui sont à développer dans la société. Le problème, c'est qu'avec ça, on ne gagne pas en efficacité. Un infirmier ne va pas être 10 fois plus efficace dans 20 ans qu'il l'est aujourd'hui. Les perspectives de profit dans ces secteurs-là sont extrêmement limitées. Ce qui permet de faire du profit, c'est les biens manufacturiers, essentiellement. Et les biens manufacturiers, le problème c'est qu'on en a déjà beaucoup, et on développe des systèmes marketing de plus en plus importants pour nous imposer l'accès à ces consommations de biens qui sont dans l'utilité en fait. Si on avait une information un peu neutre, si on n'était pas manipulé par les systèmes de publicité, on en consommerait moins ou les consommerait différemment, etc. Là, il y a une vraie contradiction entre ce qui permet au capitalisme de faire des profits et ce dont on a besoin. Et ce divorce entre le capitalisme et les besoins sociaux est, à mon avis, un des éléments importants de la crise de civilisation qu'on connaît. Alors, dernière idée pour finir, c'est que la situation pourrait sembler assez mauvaise. Et évidemment, elle l'est par de très nombreux aspects. Alors, pour avoir des éléments peut-être un peu positifs par rapport à celle-ci, on peut évoquer d'abord le fait que lorsqu'on était très fort, en fait, on n'a pas réussi à faire grand-chose. Et on peut penser au grand retournement des années 60-70. Qui était le moment où on a connu le niveau d'organisation était extrêmement élevé, où on a connu des vagues de grève extrêmement puissantes, etc. Et 10 ans après, c'est la grande restauration néolibérale et une série de régressions qui sont imposées pendant 30 ans et auxquelles on était incapable de résister. Comment penser ça? C'est l'idée que lorsqu'on est très fort, souvent on est très fort dans le cadre du système tel qu'il s'est développé à une époque, dans la logique d'une époque si vous voulez. Là en l'occurrence pour caricaturer, la logique de l'industrie automobile comme élément central. Sauf que dans la période suivante, celle-ci, elle va se disloquer. Et donc les forces qu'on avait accumulées par rapport à ce positionnement-là se disloquent. Inversement, quand on est en bas, comme maintenant, on est un peu en bas de l'onde, on est dans une période où le capital va pas très bien, on a subi une série de reculs, etc. On est faible. On est faible. C'était le cas par exemple en 1848, etc. Mais il y a un potentiel de révolte extrêmement important, d'une part. Et d'autre part, il est très difficile de construire des luttes, notamment sur le lieu de travail. On est affaibli par le chômage, on est affaibli parce qu'on est divisé, etc. Mais si on produit des luttes, elles ont d'emblée un enjeu global. D'emblée, elles concernent les règles générales d'organisation de la société. Bref, c'est plus difficile de lutter, mais ce qu'on met en jeu, les éléments de lutte qu'on peut porter sont bien plus importants et peuvent peser beaucoup plus sur la situation suivante. C'est une période d'innovation, de reconfiguration, si vous voulez. Donc c'est difficile de lutter là-dedans, mais lorsqu'on lutte là-dedans, on peut imposer des choses tout à fait centrales, tout à fait importantes. Donc voilà, je vais conclure là, je pense à peu près le moment. Pour en revenir peut-être à une idée centrale, c'est que du coup, un peu ce que j'essaie de montrer à travers ce livre, c'est qu'il y a bien une réalité à ce système, une réalité historique, une réalité géographique, une réalité dans le temps présent, dans nos vies quotidiennes, dans toutes les dimensions, etc. Et que du coup, le combat politique, pour une autre société, il doit s'affronter à cette logique-là. Il doit s'affronter à cette logique du capital, à ces rapports sociaux que j'évoquais au début, à cette logique de l'accumulation illimitée. Et là, on retrouve une série de débats tout à fait concrets, tout à fait programmatiques, et peut-être qu'ils font un peu le lien avec ce qui va être discuté ce soir. Merci. Allô, on m'entend bien? Oui. OK. Bon, maintenant je me présente. Premièrement, je m'excuse de faire de la publicité pour Apple parce que mes notes de cours, malheureusement, sont électroniques, alors je dois ouvrir mon portable. Mon nom, c'est Alexandre Pouliot-Roberge. Je suis membre du MPSQ, Mouvement pour un Parti socialiste québécois, oui.
Alors, c'est ça. Je suis membre du MPSQ, Mouvement pour un Parti socialiste québécois. On est membre du Comité pour une internationale ouvrière. C'est ça. Et puis, on est tous membres de Québec solidaire, même si, malheureusement, on n'est toujours pas un collectif reconnu. Mais éventuellement, c'est des choses qui vont venir. On va faire des demandes, on va s'organiser. Inquiétez-vous pas, on va rentrer officiellement dans la grande famille de Québec solidaire. Alors, pourquoi je suis ici? Je suis ici pour parler un peu de notre vision. J'ai voulu miser sur deux choses. On a plusieurs questions très intéressantes qui sont posées à l'intérieur du projet des enjeux 2 de Québec solidaire. Et la première question, qui est à 1.1.1, le pas en les mains, c'est pas grave, c'est quels sont les fondements d'une économie solidaire? Alors, on nous propose toutes sortes de choses. Devrait-on confirmer la place de la propriété privée? Et il y a une réponse que je trouve extraordinaire, c'est collectiver, socialiser les divers moyens de création de richesse, ou dans le fond les moyens de production, tant financiers, industriels, encadrés par la législation et l'utilisation faite par les ressources naturelles et la priorité du développement de certaines ressources. Et on nomme toutes sortes de ressources comme l'hydroélectricité, l'éolien, les mines et les forêts. Pourquoi je trouve ça extraordinaire? Eh bien, c'est que cette réponse-là, dans les faits, ouvre les portes à toutes sortes d'autres choses. On nous parle de l'écologie, on nous parle de la démocratisation de l'économie. On nous parle de l'écologie, de la démocratisation de l'économie. Il faut comprendre que le capitalisme actuellement, qui est basé sur la propriété privée, qui est basé sur, dans le fond, la sacrée propriété privée, est en train d'éliminer toute forme de vie sur Terre. Il ne faut pas se le cacher. Actuellement, le marché, la demande ne tient pas compte. Les grands industriels ne tiennent pas compte des conséquences sur l'écologie. Ce n'est pas leur première priorité. Et vous l'avez vu avec les dernières positions de Stephen Harper à Copenhague. Alors, comment voulez-vous, sérieusement, dans un système qui est divisé en une multitude de petites chapelles, moyennes, grandes, des fois gigantesques, qui sont dans le fond une subdivision de chapelles officiellement, convaincre tous ces gens-là, pour qui la propriété est le profit d'abord et avant tout, que dans les faits, ils devraient écouter la population en général qui commence à s'inquiéter pour le côté environnemental et modifier tout l'ensemble de leurs infrastructures. Carrément, aller voir Shell, leur dire, vous devriez arrêter de pomper du pétrole puis le brûler, c'est pas vraiment bon. C'est un peu difficile. Dans les faits, l'environnement, si vous voulez le protéger, ça prend un contrôle citoyen dessus. Et la propriété privée des moyens de production, c'est la dictature au sein de l'entreprise, dans les faits. Et il n'y a pas, à l'époque où les États étaient privés et appartenaient à un individu qui avait une couronne sur la tête, on n'avait pas vraiment à discuter avec ce dernier. On n'a pas vraiment à discuter avec un patron de ce qu'il doit faire. Il a le droit de gérance, il a le droit d'engager qui veut, de faire sa stratégie économique. Il a le droit de faire tout ce qui est en lien. Oui, on peut essayer de le squeezer, de le contrôler. Oui, il y a possibilité de le faire, mais on a souvent vu qu'il y a toujours des sauve-conduits. C'est toujours très difficile de poursuivre les gens, surtout avec la cour de l'ALENA, entre autres. Alors, certes, pour pouvoir se débarrasser, s'assurer à ce que l'environnement soit bien protégé, ça prend un contrôle citoyen, c'est-à-dire il faut que quand la conscience sociale de l'ensemble de la population, c'est-à-dire du prolétariat, soit à un stade, atteigne un zénith au niveau de la conscience environnementale, il faut que cette dernière ait un contrôle dessus. Et pour pouvoir avoir un contrôle sur les moyens de production, il faut les socialiser, il faut s'assurer à ce qu'ils soient démocratisés, et ça passe entre autres par un certain nombre, je ne sais pas moi, la création de comités à l'intérieur des entreprises, ou ainsi de suite. Si vous regardez, on a un paquet d'autres choses, j'ai des questions ici qui sont absolument intéressantes au niveau environnemental. Okay? Devant l'urgence de réagir au changement climatique, devrait-on revoir la priorité de nos modes de transport et nos consommations d'énergie? Alors, on va faire ça comment avec la propriété privée des moyens de production? Je me souviens d'une certaine époque, les grandes villes comme Los Angeles avaient d'immenses tramways. Ça fonctionnait très bien, la population adorait ces tramways-là. Les compagnies de voitures les ont achetés, les ont fermés. Pourquoi? Ça allait à l'encontre de leurs intérêts au niveau des profits. Ils trouvaient qu'ils ne feraient pas d'argent avec les transports en commun. Ils préféraient plutôt vendre des voitures aux gens. Et dans ces circonstances-là, nous, si on veut installer un tramway, je vais vous donner un exemple, des fois qui est très, très basique. Là. Nos merveilleuses radios dont on est si fiers, comme Radio X et FM 93, je veux dire, vomissent sur la possibilité de faire un tramway à Québec. Écoutez les publicités de ces dernières. Vous allez voir que 50% des publicités qui sont achetées sur ces radios-là, c'est des concessionnaires automobiles. Fait qu'on voit bien que l'intérêt entre les compagnies privées, les médias qui leur vendent la publicité, puis l'application d'un tramway, donc la refonte de nos transports en commun puis de nos déplacements, ça ne va pas ensemble, ça ne fonctionne pas malheureusement. Alors que les fonds publics sont surtout axés sur la construction des routes, comment réorienter une véritable politique alternative au transport collectif. On rentre dans le même problème. C'est beaucoup plus intéressant pour les divers petits contracteurs d'avoir
toutes sortes de contrats pour reconstruire des routes, plutôt qu'à la place, nationaliser nos transports ferroviaires et essayer de les rendre efficaces pour limiter le nombre de camions sur les routes, qui de facto vont rendre les routes moins brisées et vont aussi éliminer toute la consommation de pétrole et compagnie. Puis d'ailleurs, soit dit en passant, je veux dire, les pétrolières, dans ces circonstances-là, pensez-vous vraiment que Shell sont intéressés à ce qu'on diminue le nombre de camions sur les routes? Je pense que la question, c'est y répondre. Mais encore là, dans ces circonstances-là, il faut qu'on prenne le contrôle sur l'ensemble de nos moyens au niveau de l'énergie. Il faut qu'on prenne contrôle de nos moyens de transport, de nos moyens de déplacement. Et après ça, décider au point de vue collectif ce que c'est. Soit dit en passant, la simple nationalisation, ça règle rien, puis je vais en venir à ça plus tard, on a d'autres choses. Alors, nous, en ce qui est du MPSQ, on considère que Québec solidaire doit réellement remettre en question le capitalisme. On doit vraiment revenir à la question à ce que j'ai amené, collectiviser, socialiser les divers moyens de création de richesse en général, pour être capable de refondre l'utilisation de nos moyens de transport, refondre la nature des types d'énergie qu'on va utiliser. On doit avoir le contrôle dessus. Ceci dit, il y a un des gros problèmes avec les nationalisations. Il y a beaucoup de monde qui s'en plaint. Regardez Hydro-Québec. Est-ce qu'on a vraiment un contrôle sur la levée, en tant que citoyen, sur la levée des comptes? Est-ce qu'on a réellement un contrôle sur le type d'électricité qu'on va faire? On sait qu'Hydro-Québec et le gouvernement Charest sont beaucoup plus axés sur le fait de faire d'énormes barrages qui vont inonder des régions en général que se lancer dans l'éolien, qu'entre autres, nos radios préférées dénigrent à tous les matins aussi. Dans ces circonstances-là, je vais revenir à ce que j'en étais. Dans ces circonstances-là, c'est certain qu'on doit ne pas se laisser leurrer par le principe que la simple nationalisation va régler le problème. On doit amener à une démocratisation de l'économie. Et dans ces circonstances-là, je pense que Québec solidaire, dans son projet de Québec indépendant, parce qu'au niveau de la question nationale, on va faire un État indépendant, doit insérer des notions à l'intérieur de sa Constitution, des institutions qui sont décisionnelles à l'intérieur des entreprises. On trouve souvent dans toutes sortes d'entreprises des comités d'employés, surtout des entreprises qui ne sont pas syndiquées, puis on se rend compte souvent que ces comités d'employés-là sont plus structurés pour voler les idées des employés puis mieux faire gérer la business. Des fois même, c'est pour faire du stoulage mutuel. Le boss choisit ses amis. Il y a certains comités d'entreprise, moi je me souviens quand j'étais dans les TUAC 503, où ce qu'on mettait dans la convention collective, le fonctionnement du comité en question, et là l'employeur ne pouvait pas tout faire ce qu'il voulait, parce qu'il y avait moyen d'intervenir. Mais encore là, ces fameux comités-là ne peuvent pas rentrer en confrontation avec le fameux droit de gérance. Ce fameux droit qui fait en sorte que l'entreprise privée, le propriétaire fait bien ce qu'il veut avec son entreprise, puis qu'on n'a pas à aller décider à sa place. Il doit respecter les ententes au niveau des conventions collectives, mais pour le reste, il fait sa propre stratégie de vente. Ce qui va au-dessus des lois comme le droit de gérance, c'est la Constitution. Et à mon sens, à moi, on devrait mettre dans la Constitution d'un Québec indépendant, on devrait mettre des comités d'entreprise, des comités de milieu de travail qui sont décisionnels. C'est-à-dire que les travailleurs dans ces comités-là ne soient pas là pour jouer le rôle de postiche ou tout simplement pour aider la rentabilité, la possibilité à ce qu'un entrepreneur fasse plus d'argent, mais que réellement, il y ait un pouvoir décisionnel sur les secteurs économiques pour faire en sorte que ces derniers servent au bien collectif, c'est-à-dire à respecter l'environnement, à bien choisir ces secteurs économiques dans lesquels il va chercher ses énergies, dans lesquels il va chercher ses matières premières. Alors, moi, je pense que c'est les deux grandes choses qui sont importantes à faire. L'environnement, en mon sens à moi, la protection de l'environnement puis la démocratisation de l'économie vont par l'élimination de la propriété privée, des moyens de production. Et puis, finalement, on s'en sort pas. C'est toujours... Bon, au niveau de Québec solidaire, qu'est-ce qui arrive? C'est certain que moi, j'ai l'air très radical dans mes propos. Supposons qu'on n'obtient pas ça dans le programme, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se sauve en courant? Non, moi, je pense pas. Il faut rester là. L'important, c'est d'essayer de faire en sorte à ce que le parti, l'organisation sociale, cette grande toile des militants de la gauche au Québec qui se réunit et qui fonctionne de manière collective, aille le plus loin dans cette direction-là. Et il faut amener la population à prendre conscience de ces éléments-là centrales dans la remise en question de notre système économique actuel. Alors, c'est la conclusion auquel j'en arrive, moi, bien sûr, et mon mouvement. Je ne voudrais pas être plus important que mon mouvement. Je ne suis pas de ces gens-là. Alors, merci beaucoup et bonne discussion.